C'est durant l'hiver 1997 que j'ai découvert ce que Bigfoot fait réellement des corps humains. Et la vérité est bien plus troublante que ce à quoi n'importe quelle légende ou histoire racontée au coin du feu aurait pu vous préparer. Ce que j'ai trouvé dans cette caverne souterraine, dans les montagnes de l'État de Washington, a changé tout ce que je pensais savoir sur la mort, l'inhumation et les créatures qui partagent ces forêts avec nous. Je m'appelle David Thornton. Je suis anthropologue judiciaire et voici l'histoire que l'on m'a ordonné de ne jamais partager. Mais après 27 ans de silence, il est temps que la vérité éclate. Décembre 1997 fut l'un des hivers les plus froids que la chaîne des Cascades ait connu depuis des décennies. La neige tombait presque quotidiennement, recouvrant les forêts du centre de Washington de couches de blanc qui donnaient aux pins centenaires des allures de cartes de Noël. Mais sous cette beauté de carte postale, quelque chose de sombre se produisait. J'avais 34 ans à l'époque et je travaillais comme anthropologue judiciaire pour l'État de Washington. Mon travail consistait à analyser des restes squelettiques, à aider à identifier des corps, à déterminer les causes de la mort. Le genre de travail que la plupart des gens trouvent morbide, mais que je trouvais fascinant. J'avais travaillé sur toutes sortes de cas, des anciens sites funéraires amérindiens aux affaires criminelles modernes. L'appel a eu lieu le 18 décembre 1997. J'étais dans mon bureau à l'université de Seattle lorsque l'inspecteur Patricia Brennan, du bureau du shérif du comté de Stevens, m'a téléphoné. « Dr Thornton, nous avons besoin de votre expertise sur quelque chose d'inhabituel, » dit-elle, sa voix tendue par le stress. 4 randonneurs ont disparu au cours des 6 dernières semaines dans la forêt nationale de Colville, tous des habitués de la nature. Tous disparus, sans laisser de traces. Je suis navré d'apprendre ça, inspecteur, mais mon travail consiste à analyser des restes, ai-je répondu avec prudence. Avez-vous retrouvé des corps? Non, c'est bien là le problème. Nous avons trouvé leur campement, leur équipement, même leur véhicule, mais aucun corps, pas de sang. Aucun signe de lutte. C'est comme s'il s'était simplement volatilisé. Elle marqua une pause. Mais nous avons trouvé autre chose. Des traces inhabituelles près de chaque site de disparition. Malgré moi, ma curiosité était piquée au vif. Quel genre de traces? C'est pour ça que je vous appelle. Elles sont humanoïdes, mais anormales, trop grandes. L'enjambée est trop longue et on les trouve toujours près des lieux où les gens ont disparu. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre formation pour examiner ça scientifiquement, pour nous dire à quoi nous avons affaire. J'aurais dû refuser. J'avais une charge de travail énorme, des examens de fin d'année à corriger et Noël était dans une semaine. Mais quelque chose dans la voix de l'inspecteur Brennan, un mélange de frustration et de peur sincère, m'a fait accepter. 2 jours plus tard, je me retrouvais au volant de ma Jeep Cherokee, roulant vers le nord sur la Highway 395. La voiture était chargée de matériel, de vêtements chauds et de suffisamment de provisions pour une semaine dans les montagnes. La météo annonçait encore de la neige, mais le bureau du shérif avait insisté sur le fait que cela ne pouvait pas attendre. Des gens avaient disparu, et avec chaque jour qui passait dans le froid de l'hiver, les chances de les retrouver vivants s'amenuisaient. Je suis arrivé à Colville, une petite ville forestière d'environ 5000 habitants, au moment où le soleil se couchait derrière les montagnes. Le bureau du shérif était un bâtiment modeste sur Main Street, décoré de guirlandes de Noël qui semblaient incongrues face à la gravité de la situation. L'inspecteur Brennan m'a rejoint sur le parking. Elle avait la quarantaine, des cheveux blonds courts et le visage buriné de quelqu'un qui a passé des années à travailler en extérieur. Elle m'a serré la main avec une poigne ferme. « Dr Thornton, merci d'être venu dans un délai si court. Je sais que ce n'est pas votre genre d'affaires habituel. Appelez-moi David, ai-je dit. Et vous avez raison,
Ça ne l'est pas. Mais je suis intrigué. Vous avez mentionné des traces inhabituelles. Entrez, je vais vous montrer ce que nous avons. Les murs de la salle de réunion étaient couverts de cartes, de photographies et de chronologies. 4 visages me fixaient depuis des avis de recherche. Grégory Chen, 29 ans, disparu le 9 novembre. Michael Kowalski, 35 ans, disparu le 23 novembre. Rachel Foster, 31 ans, disparu le 5 décembre. James Anderson, 42 ans, disparu le 12 décembre. Tous des randonneurs expérimentés, expliqua Brennan en désignant chaque photo. Chen était guide en pleine nature. Kowalski était un ancien militaire formé à la survie. Foster avait fait de l'alpinisme dans l'Himalaya. Anderson était garde forestier avec 15 ans d'expérience. Ce ne sont pas des touristes amateurs qui se sont perdus. Elle sortit un dossier rempli de photographies. Celles-ci ont été prises sur chaque site de disparition. J'ai étudié les images attentivement. Elles montraient de grandes empreintes de pas dans la neige et la boue, clairement de forme humanoïde, avec 5 orteils, mais énormes, au moins 40 cm de long, peut-être plus. Les mesures de la longueur de l'enjambée indiquaient une créature qui marchait debout, mais faisait des pas bien plus longs que n'importe quel humain normal, des empreintes de Bigfoot, ai-je lancé, sans prendre la peine de cacher mon scepticisme. Inspecteur, vous ne pensez tout de même pas... Je ne sais plus quoi penser, m'interrompit-elle. C'est pour ça que vous êtes là. Mais regardez ça. Elle sortit une autre série de photos. Celles-ci ont été prises sur le site de Chen. Vous voyez ces marques dans la neige? J'ai regardé de plus près. Les photos montraient ce qui semblait être des traces de traînage, partant du campement abandonné de Chen et s'enfonçant dans la forêt de longues lignes parallèles, comme si quelque chose de lourd avait été tiré sur la neige. Ça pourrait être la victime qui a tenté de ramper, ai-je suggéré, bien que quelque chose dans le motif ne corresponde pas tout à fait à cette explication. C'est ce que nous avons pensé au début. Mais regardez la distance. Ces marques s'étendent sur plus de 180 mètres avant de disparaître dans la forêt dense. Et il n'y a pas de sang, David, pas une seule goutte. Quelqu'un qui ramperait sur une telle distance dans la neige, avec une blessure assez grave pour l'empêcher de marcher, il devrait y avoir du sang. Elle avait raison. J'avais travaillé sur suffisamment de scènes de crime pour le savoir. Que disent les habitants? Ai-je demandé. L'expression de Brennan s'assombrit. C'est l'autre problème. Les anciens de la ville, les bûcherons qui travaillent dans ces forêts depuis des décennies, ils ne veulent plus aller dans cette partie de la forêt nationale de Colville. Ils disent que la région est maudite, que les gens qui y entrent n'en ressortent pas. Ils parlent de... Elle hésita. Ils parlent du gardien des os. Le gardien des os? C'est une légende locale. Elle remonte à avant la fondation de la ville. Les tribus Spokane et Kalispel ont des histoires sur une créature qui vit dans les parties les plus profondes de la forêt. Ils disent qu'elle rassemble les défunts, les emmène dans un lieu sacré. Ils lui donnent différents noms, mais la signification est la même. Un être qui garde la frontière entre la vie et la mort. Je me suis adossé à ma chaise, digérant cette information. En tant que scientifique, je ne croyais ni aux légendes ni aux gardiens surnaturels. Mais 4 personnes avaient disparu, et les preuves suggéraient que quelque chose d'inhabituel se passait. Qu'attendez-vous de moi? Ai-je demandé. Demain matin, nous envoyons une équipe de recherche dans la zone où Anderson a disparu il y a 6 jours. C'est le site le plus récent, et nous espérons qu'il pourrait y avoir encore des preuves qui n'ont pas été ensevelies par la neige. Je vous veux sur place. Je veux votre avis d'expert sur tout ce que nous trouverons. J'ai hoché la tête. Je devrais voir le terrain, examiner toute preuve matérielle de première main. S'il y a des restes, je peux aider à les identifier et potentiellement déterminer ce qui s'est passé. Parfait. Nous partons à l'aube. Couvrez-vous bien, il est prévu moins 10 degrés Celsius là-haut. Et ça, c'est sans compter le refroidissement éolien. Cette nuit-là, j'ai séjourné dans un petit motel à la périphérie de la ville. Je n'arrivais pas à dormir, mon esprit ressassant les faits de l'affaire. 4 personnes expérimentées disparues,
Des traces inhabituelles, des marques de traînage sans sang et des légendes locales sur une créature qui rassemblait les morts. La partie rationnelle de mon cerveau me disait qu'il devait y avoir une explication logique. Un prédateur, peut-être un ours ou un cougar, bien que les traces ne correspondent pas. Un tueur en série opérant dans les montagnes. Ou même une sorte d'accident ou de phénomène naturel que nous n'avions pas encore identifié. Mais une autre partie de moi, une partie que je gardais habituellement enfouie sous des années de formation scientifique, me murmurait que peut-être certaines légendes existaient pour une raison, que peut-être les vieilles histoires contenaient des bribes de vérité qui avaient été rejetées par les esprits modernes. Je me suis finalement endormi vers 2 heures du matin et mes rêves étaient peuplés de forêts enneigées et d'empreintes massives menant dans les ténèbres. Le lendemain matin, j'ai retrouvé l'inspecteur Brennan et son équipe de recherche au bureau du shérif à 6 heures. Nous étions 8 au total. Brennan, moi-même, 2 adjoints nommés Harris et Yamamoto, 2 volontaires expérimentés en recherche et sauvetage nommés John Whitfield et Maria Santos et 2 chiens de pistage avec leur maître, un homme buriné d'une 60aine d'années nommé Earl Patterson. Nous avons pris la route en 2 véhicules pendant environ 40 minutes dans les montagnes, les routes devenant de plus en plus dangereuses à mesure que nous prenions de l'altitude. La neige tombait régulièrement, de gros flocons qui collaient au pare-brise plus vite que les essuie-glaces ne pouvaient les enlever. Finalement, nous avons atteint un petit parking où le camion de James Anderson était toujours garé. Maintenant couvert de plusieurs centimètres de neige, du ruban de police jaune le signalait comme une scène de crime, bien que le ruban s'affaisse sous le poids de la glace. Son campement était à environ 2,5 km au nord-est d'ici, expliqua Brennan alors que nous nous équipions, dernier contact radio le 12 décembre à 16h30. Il faisait son point quotidien. Il a dit que tout allait bien, que le temps était clair, qu'il redescendrait le lendemain matin. C'est la dernière fois que quelqu'un a eu de ces nouvelles. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt, suivant le sentier qu'Anderson aurait emprunté. Les chiens ouvraient la marche, leur souffle visible dans l'air glacial. Mon équipement d'investigation pesait lourd dans mon sac à dos, et malgré mes couches de vêtements, le froid commençait déjà à s'infiltrer. La forêt était d'un calme inquiétant. Pas d'oiseaux, pas de bruit de petits animaux, juste le crissement de nos bottes dans la neige et notre propre respiration. Même les chiens semblaient mal à l'aise, gémissant doucement en avançant. Après environ 40 minutes de marche, nous avons atteint le campement d'Anderson. Sa tente était toujours debout, partiellement affaissée sous la neige, mais intacte. Son sac à dos était à l'intérieur, avec son sac de couchage et ses provisions. Son foyer montrait les signes d'un feu qui avait été délibérément éteint. « Quelque chose ne va pas ici », dit doucement Earl Patterson, sa main sur l'un des chiens de pistage. Les 2 animaux gémissaient, tirant en arrière sur leur laisse au lieu de chercher vers l'avant. Les chiens ne veulent pas aller plus loin. L'inspecteur Brennan s'agenouilla à côté de la tente d'Anderson, examinant l'entrée. Pas de signe d'effraction, pas de sang, aucune indication de lutte. C'est comme s'il avait simplement quitté son camp et n'était jamais revenu. Je fis le tour du périmètre du site, cherchant quoi que ce soit d'inhabituel. Ma formation m'avait appris à observer les détails que d'autres pourraient manquer. La neige autour du camp était relativement intacte, à l'exception de nos propres empreintes et des restes de ce qui aurait pu être les mouvements d'Anderson, mais c'est alors que j'ai remarqué quelque chose. « Inspecteur, venez voir ça », ai-je appelé. À environ 20 mètres de la tente, partiellement comblée par la neige fraîche mais toujours visible, il y avait des traces de grandes traces, le même motif que j'avais vu sur les photographies au bureau du shérif. Humanoïde, mais massive. Chaque empreinte mesurait au moins 40 cm de long. « Fraîche ?» demanda Brennan en s'agenouillant à côté de moi. J'ai examiné la profondeur et la clarté des empreintes. Difficile à dire avec certitude avec la neige qui tombe,
mais j'estimerais qu'elles ont été faites il y a quelques jours. Vous voyez comme les bords sont encore relativement définis? Si elles dataient d'il y a 6 jours, quand Anderson a disparu, elles seraient complètement comblées maintenant. L'adjoint Harris, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui semblait de plus en plus mal à l'aise, prit la parole. Donc, la chose qui a fait ses traces est revenue ici depuis la disparition d'Anderson. C'est possible, dis-je, sortant mon appareil photo pour documenter les empreintes. J'ai pris des mesures, des photographies sous plusieurs angles et des notes détaillées. La longueur de l'enjambée était énorme, près de 2 mètres entre chaque empreinte. La créature qui avait fait ces traces était soit incroyablement grande, soit elle faisait des pas délibérément longs. John Whitfield, l'un des volontaires de recherche et sauvetage, examinait la lisière de la forêt. D'autres traces par ici. Elles mènent vers le nord-est, plus profondément dans la forêt. Nous nous sommes rassemblés autour de la nouvelle découverte. Une piste claire de ces empreintes massives s'éloignait du camp, se dirigeant vers la partie la plus dense de la forêt, où les pins anciens se dressaient comme des sentinelles. « On suit ?» demanda l'adjointe Yamamoto, sa main reposant sur son arme de service. Brennan leva les yeux au ciel. La neige tombait plus fort maintenant. On a peut-être 3 heures avant que la visibilité ne devienne trop mauvaise. On suit la piste, mais on reste groupé. Personne ne se sépare du groupe. Earl essaya d'encourager ses chiens à avancer, mais les 2 animaux refusèrent de suivre les traces. Ils plantèrent leurs pattes, gémissant et tirant en arrière avec une force surprenante. « Je ne les ai jamais vus réagir comme ça », marmonna Earl. « Ces chiens ont pisté dans toutes les conditions. Zone d'avalanche, territoire d'ours, tout ce que vous voulez, mais ils ne veulent pas suivre cette piste. Quelque chose les a terriblement effrayés. »« On y va sans les chiens, alors ?» décida Brennan. « Earl, vous et les chiens, retournez au véhicule. Si nous ne sommes pas de retour dans 4 heures, appelez des renforts. » Earl ne discuta pas. Il semblait soulagé d'avoir une excuse pour partir. Alors que nous le regardions, lui et les chiens, disparaître sur le sentier, je sentis un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Les 6 d'entre nous restants, Brennan, Harris, Yamamoto, Whitfield, Santos et moi-même, avons commencé à suivre les empreintes massives plus profondément dans la forêt. Les traces étaient claires et régulières, ne montrant aucun signe que la créature essayait de cacher sa piste. Au contraire, elle semblait vouloir être suivie. Nous avons marché pendant près d'1 heure, la forêt devenant plus sombre et plus oppressante, malgré la neige blanche qui recouvrait tout. Les arbres ici étaient plus vieux, plus massifs, leurs branches créant une canopée qui bloquait une grande partie de la neige. Les traces nous ont conduits à travers un terrain de plus en plus difficile, par-dessus des troncs d'arbres tombés, à travers un ruisseau gelé, en haut d'un talus escarpé. La créature qui a fait ces traces est forte, ai-je observé en examinant l'endroit où les empreintes traversaient le ruisseau. Regardez la profondeur de ces empreintes, même dans le sol gelé. J'estimerais que nous avons affaire à quelque chose qui pèse au moins 270 kilos, peut-être plus, et c'est un bipède. Le schéma de marche est cohérent avec une marche debout, pas un ours sur ses pattes arrière, ajouta Maria Santos. C'était une pisteuse expérimentée, et je pouvais voir son intérêt professionnel prendre le pas sur sa nervosité évidente. C'est quelque chose qui marche debout naturellement. L'adjoint Harris était devenu très silencieux, son visage pâle. « Mon grand-père racontait des histoires sur ces bois, » dit-il doucement. C'était un ancien de la tribu Spokane. Il disait qu'il y avait des endroits dans la forêt où les esprits emmènent les morts pour qu'ils reposent, des endroits où les humains ne sont pas censés aller. Les esprits ne laissent pas d'empreintes de pas, dit Yamamoto. Mais sa voix manquait de conviction. Les traces nous ont menés à un affleurement rocheux, une falaise qui s'élevait à peut-être 18 mètres au-dessus du sol de la forêt. Les empreintes allaient jusqu'à la base de la falaise, puis s'arrêtaient. « C'est impossible !»
dit Whitfield, examinant la zone attentivement. Les traces s'arrêtent net. Il n'y a aucun signe qu'elle ait grimpé. Aucune empreinte ne repart dans une autre direction. C'est comme si la créature qui a fait ces traces s'était volatilisée dans la roche. J'ai étudié la paroi de la falaise, cherchant une explication. Et c'est là que je l'ai remarqué. Une ouverture étroite dans la roche, partiellement dissimulée par des stalactites de glace et de la neige accumulée. Elle mesurait peut-être 1,20 m de haut et 1 mètre de large. Facile à manquer si on ne la cherchait pas. Là, dis-je en pointant du doigt, une entrée de grotte. Nous nous sommes approchés avec précaution. L'ouverture était sombre et un air froid semblait en sortir, comme une respiration. J'ai sorti ma lampe de poche et les autres ont fait de même. Nos faisceaux lumineux ne pénétraient que sur une courte distance dans l'obscurité avant d'être avalés. Nous devons signaler ça, dit Yamamoto. Appeler des renforts avant d'entrer là-dedans. Brennan sortit sa radio, mais seul un grésillement en sortit. Pas de signal. Nous sommes trop profondément dans les montagnes. Elle nous regarda tour à tour. On vote. Est-ce qu'on entre maintenant ou est-ce qu'on marque cet endroit et on revient avec plus de monde et un meilleur équipement? Ces gens ont disparu depuis des semaines, dis-je. Il y a la moindre chance qu'ils soient là-dedans, vivants ou non. Nous devons le savoir. Chaque heure que nous attendons dans ce froid réduit les chances de trouver quoi que ce soit d'utile. Brennan hocha la tête. Je suis d'accord, mais on y va prudemment. Whitfield, Santos, vous restez ici à l'entrée. Si nous ne sommes pas de retour dans 1 heure, vous repartez chercher de l'aide. Les autres, on y va. L'entrée de la grotte nous a obligés à nous accroupir, mais après environ 3 mètres, elle s'est suffisamment élargie pour que nous puissions nous tenir debout. Nos lampes de poche ont révélé un tunnel naturel. Les parois étaient de calcaire lisse, creusées par une eau ancienne. L'air était froid, mais étrangement calme, sans le vent que nous avions affronté à l'extérieur. Nous avons avancé lentement, nos lumières créant des ombres dansantes sur les murs. Le tunnel descendait progressivement, nous emmenant plus profondément sous terre. Après une 50aine de mètres, il s'est ouvert sur une chambre plus grande. Et c'est là que nous l'avons senti. Ce n'était pas l'odeur de la décomposition. J'avais travaillé avec assez de restes pour connaître cette odeur intimement. C'était autre chose. Quelque chose d'organique, mais pas putride. Presque doux, mélangé à de la terre et à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» murmura Harris. « Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je pense que nous sommes sur le point de le découvrir. » La chambre s'élargissait devant nous, nos faisceaux de lampes de poche atteignant à peine les murs. Le sol descendait en pente et nous pouvions voir que le tunnel continuait encore plus profondément. Mais ce qui nous a tous figés, ce sont les marques sur les murs, des symboles, des centaines gravés dans le calcaire. Pas des griffures au hasard, mais des marques délibérées, des motifs géométriques, des spirales, des formes qui auraient pu être des pictogrammes. Ils couvraient toutes les surfaces que nous pouvions voir, descendant dans l'obscurité en contrebas. « Quelqu'un est venu ici », dit Brennan, inutilement. « Quelqu'un utilise cette grotte depuis très longtemps. » Nous avons continué à descendre, suivant le tunnel qui s'enfonçait en spirale dans la terre. La température était plus douce ici qu'à l'extérieur, probablement constante toute l'année à cette profondeur. Les symboles sur les murs continuaient, devenant plus élaborés à mesure que nous descendions. Puis, le tunnel s'est ouvert sur une caverne si vaste que nos lampes de poche ne pouvaient atteindre ni le plafond, ni les murs du fond. L'espace semblait énorme, aux dimensions d'une cathédrale. Et au centre de la caverne, illuminé par nos faisceaux, nous avons vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Des structures. Quelqu'un avait construit des structures à l'intérieur de cette caverne, pas des bâtiments modernes, mais quelque chose d'ancien et de primitif. Des plateformes faites de pierre et de bois, disposées en cercles concentriques autour de ce qui semblait être une fosse centrale. Et sur ces plateformes, « Oh mon Dieu !» murmura Yamamoto, « des corps. »
Des corps humains soigneusement disposés sur les plateformes de pierre, mais pas des morts récents. C'étaient des restes squelettiques, certains complètement décharnés, d'autres avec des tissus desséchés encore accrochés, des dizaines, peut-être plus d'une centaine. Ma formation d'anthropologue judiciaire a pris le dessus, l'emportant sur le choc initial. J'ai avancé prudemment, ma lampe de poche balayant la caverne, documentant ce que je voyais, même si mon esprit peinait à l'assimiler. « Personne ne touche à rien, dis-je, ma voix résonnant dans le vaste espace. C'est du jamais vu. » Les restes étaient disposés avec un soin délibéré. Chaque corps reposait sur sa propre plateforme de pierre, positionné dans ce qui ressemblait à un repos paisible, les mains croisées sur la poitrine, les jambes droites, la tête légèrement surélevée. Certains squelettes étaient anciens, les os noircis par le temps. D'autres étaient de plus récents, montrant encore des tissus et des vêtements. Je me suis approché lentement de la plateforme la plus proche, examinant les restes sans les toucher. Le squelette était complet, intact, reposant exactement comme il avait été placé à côté de lui, soigneusement disposé sur la pierre. Se trouvaient des effets personnels, une montre, un portefeuille, une alliance, des lunettes. Ce ne sont pas des victimes, dis-je, ma voix remplie d'admiration et de confusion. Ce sont des sépultures dignes et respectueuses. Brennan s'approcha de moi, sa lampe de poche rejoignant la mienne. Mais qui enterrerait des gens ici, et pourquoi? Je suis passé à une autre plateforme. Celle-ci contenait des restes plus récents, un corps qui était là depuis peut-être quelques mois, à en juger par l'état de décomposition. Les vêtements étaient modernes, un jean, une veste de randonnée. Et près de la tête, placé avec un soin évident, se trouvait un petit bouquet de baies d'hiver et de branches de pin des offrandes. Ai-je murmuré. Quelqu'un a laissé des offrandes avec les défunts. L'adjoint Harris s'était approché du bord de la fosse centrale, y projetant sa lumière. « Docteur Thornton, vous devez voir ça. » Je l'ai rejoint au bord de la fosse. Elle faisait peut-être 4,5 mètres de profondeur, et au fond se trouvait une nappe d'eau, parfaitement immobile, reflétant nos faisceaux de lampes de poche comme un miroir sombre. Mais autour du bord de la fosse, gravés dans la pierre, il y avait d'autres de ces symboles. Ceux-ci étaient différents de ceux du tunnel, plus élaborés, plus intentionnels. Ils me rappelaient quelque chose que j'avais déjà vu dans mes recherches. Ce sont des pétroglyphes, dis-je, la reconnaissance m'envahissant. Similaires à ceux trouvés sur des sites funéraires amérindiens dans tout le nord-ouest du Pacifique, ces symboles, ils parlent de la mort, de la transition, du voyage vers l'au-delà. Donc, des Amérindiens ont construit cet endroit? Demanda Yamamoto. Non, dis-je lentement, en étudiant les gravures plus attentivement. Ces symboles sont similaires, mais pas identiques. C'est comme si quelqu'un avait appris des traditions amérindiennes, mais les avait adaptées, avait créé ses propres coutumes funéraires en se basant sur ce qu'il observait. Un son provenant du fond de la caverne nous fit tous sursauter. Une vocalisation basse et résonnante qui se répercuta sur les parois de pierre. Elle venait de l'obscurité au-delà de nos lumières, d'un passage que nous n'avions pas remarqué de l'autre côté de la caverne. « Nous ne sommes pas seuls », dit doucement Brennan, sa main se déplaçant vers son arme. La vocalisation se fit de nouveau entendre, plus proche cette fois, puis nous vîmes un mouvement dans l'obscurité, une forme massive émergeant des ombres à la lisière de notre lumière. Elle mesurait au moins 2,40 m, couverte d'un pelage brun roux foncé qui semblait absorber la lumière de nos lampes de poche. De larges épaules, de longs bras, un visage qui était à la fois humain et complètement étranger. Ses yeux reflétaient nos lumières d'une lueur ambrée, et elle nous observait avec une expression qui semblait presque triste. Un Bigfoot. Il se tenait là, dans la caverne, nous regardant avec ce qui semblait être de la résignation plutôt que de l'agressivité. « Ne bougez pas, dis-je doucement. Personne ne fait de mouvement brusque. »
La créature fit un pas en avant, et je pus la voir plus clairement. Elle était vieille, sa fourrure grisonnante autour du visage et des épaules. Elle se déplaçait avec un léger boitement, favorisant sa jambe gauche. Et dans ses mains massives, elle portait quelque chose. Un corps humain bercé avec précaution dans ses bras. Mon cœur se serra lorsque je reconnus les vêtements. James Anderson, le garde forestier, disparut 6 jours plus tôt. Le Bigfoot passa devant nous sans agressivité. Portant le corps d'Anderson jusqu'à l'une des plateformes de pierre vides, il le déposa avec une douceur surprenante, positionnant ses mains sur sa poitrine, redressant ses jambes, ajustant sa tête pour qu'elle repose confortablement sur la pierre. Il accomplissait un rituel funéraire. Nous restâmes figés, observant cette scène impossible. La créature travaillait méthodiquement, retirant les objets des poches d'Anderson, son insigne de garde forestier, sa boussole, son alliance, et les disposant à côté de son corps. Puis elle plongea la main dans une sacoche en cuir suspendue à son épaule et en sortit un petit bouquet de baies d'hiver et de branches de conifères qu'elle plaça près de la tête d'Anderson. Quand il eut fini, le Bigfoot recula, inclina la tête et émit une longue et basse vocalisation qui résonna dans la caverne. Un son de deuil, un son de respect pour le défunt. « Il ne les tue pas », ai-je murmuré, la compréhension m'envahissant enfin. Il les enterre. Il enterre les gens qui meurent dans ces forêts depuis, mon Dieu, peut-être des siècles. Le Bigfoot se tourna pour nous regarder et je vis de l'intelligence dans ses yeux, de la compréhension. Il savait que nous regardions. Il savait que nous comprenions. Et lentement, délibérément, il fit un geste vers la caverne, vers tous les restes soigneusement disposés, vers les offrandes, vers les symboles gravés dans la pierre. Puis, il désigna le corps d'Anderson et émit un son doux. Il pointa son propre torse, puis de nouveau le corps, puis fit un geste comme s'il berçait quelque chose avec précaution. « Il l'a trouvé », dit doucement Brennan. « Anderson a dû mourir d'hypothermie ou d'un accident. Et cette créature l'a trouvé, l'a amené ici. » Le Bigfoot émit un son affirmatif, étonnamment humain. Puis il se déplaça vers une autre plateforme voisine qui contenait des restes plus anciens. Il désigna ses os, puis fit un geste de marche, puis de chute, puis pointa à nouveau son torse. « Les autres, dis-je. Chen, Kowalski, Foster. Ils sont tous morts là-haut dans la forêt. Accident, hypothermie, peut-être des crises cardiaques ou d'autres causes naturelles. Et cette créature les a trouvés, les a amenés ici, dans ce cimetière. Elle fait ça depuis combien de temps ?» Le Bigfoot se dirigea vers le mur de la caverne où se trouvaient les gravures les plus élaborées. Il posa sa main massive sur la pierre, puis nous regarda. Dans ce geste, il y avait une histoire. Cet endroit était ancien, cette tradition était ancienne. Bien avant que les colons européens n'arrivent dans ces montagnes, bien avant les villes de bûcherons et les sentiers de randonnée, quelque chose avait rassemblé les défunts de ces forêts et les avait amenés dans ce lieu sacré, le gardien des eaux, murmura Harris, se souvenant des histoires de son grand-père. C'est réel, c'est vraiment réel. La créature nous observa pendant un long moment. Puis elle fit quelque chose qui me stupéfia. Elle s'approcha lentement, s'arrêtant à environ 3 mètres. Puis elle s'agenouilla, s'abaissant pour paraître moins menaçante, et elle tendit une main massive, paume vers le haut, dans ce qui ne pouvait être interprété que comme un geste de paix. Je regardai Brennan. Elle me regarda. Dans ses yeux, je vis le même conflit que je ressentais. Tout ce qu'on nous avait enseigné disait que cette créature n'existait pas. Mais elle était là, nous montrant quelque chose qui remettait en question toutes nos certitudes. Lentement, prudemment, je fis un pas en avant, puis un autre. Le Bigfoot resta immobile, sa main tendue. Je pouvais voir les détails de cette main maintenant, des doigts épais, une paume sillonnée de lignes semblables à celles d'un humain, des ongles plutôt que des griffes. Quand je fus assez près, j'ai tendu la main et j'ai touché sa paume avec la mienne. Le contact ne dura qu'un instant, mais à cet instant, je ressentis quelque chose de profond.
Ce n'était pas un monstre, ce n'était pas une bête primitive, c'était un être intelligent qui avait développé sa propre culture, ses propres rituels, sa propre compréhension de la mort et du respect des défunts. Le Bigfoot retira sa main et se releva. Il fit à nouveau un geste vers les plateformes, vers tous les restes soigneusement conservés dans cette chambre souterraine, puis il pointa vers le haut, vers la surface, et émit un son qui semblait poser une question. « Il veut savoir ce que nous allons faire, dis-je, si nous allons exposer cet endroit, détruire ce qu'il protège. » Je regardais autour de moi dans la caverne, les preuves de décennies, peut-être de siècles, de pratiques funéraires soignées, des corps qui autrement auraient pu être perdus à jamais dans la nature, leurs familles ne sachant jamais ce qui s'était passé. Ici, ils étaient préservés, traités avec dignité, honorés dans la mort. Les disparus, dit doucement Brennan, leur famille mérite de savoir ce qui leur est arrivé. Elles méritent de pouvoir faire leur deuil. Mais cet endroit, elle fit un geste vers la caverne, c'est un sol sacré. Un site funéraire qui est entretenu depuis plus longtemps que n'importe quel cimetière de cet état. Le Bigfoot nous observait, attendant. Je pouvais voir la tension dans sa carrure massive, l'incertitude de savoir si nous allions respecter ce que nous avions trouvé ou le détruire. Nous prenons Anderson, dis-je finalement, prenant une décision que j'espérais être la bonne. Nous pouvons dire à sa famille qu'il est mort d'hypothermie, que nous avons trouvé ses restes et l'avons ramené à la maison. Nous documentons les autres aussi. Nous les identifions si nous le pouvons, pour apporter des réponses aux familles qui attendent. Mais nous ne révélons pas cet endroit au monde. Nous n'amenons pas de caméras, de scientifiques et de touristes pour détruire ce qui a été protégé pendant si longtemps. Le Bigfoot sembla comprendre. Il retourna à la plateforme d'Anderson et souleva délicatement le corps du garde forestier, me l'apportant. Alors qu'il me remettait le défunt, nos regards se croisèrent, et j'y vis de la gratitude, de la confiance, la certitude que nous garderions son secret. Il y a encore une chose, dis-je en regardant la créature, les disparitions récentes. Si ces personnes sont mortes naturellement, nous devons comprendre pourquoi. Nous devons nous assurer que d'autres ne subissent pas le même sort. Le Bigfoot nous fit signe de le suivre et nous conduisit à un autre passage menant hors de la caverne principale. Ce tunnel était plus court et débouchait sur une autre partie du flanc de la montagne, loin de l'endroit par où nous étions entrés. Et là, gravé dans les rochers et marqué par des tas de pierres, il y avait des avertissements. Des balises, dit Maria Santos en les examinant. Elles marquent des zones dangereuses, des endroits où le terrain est instable ou où l'exposition au froid est particulièrement dangereuse. Le Bigfoot fit un geste emphatique vers ces marques, puis mima des randonneurs humains marchant, puis tombant ou s'effondrant. Il a essayé d'empêcher d'autres morts, dis-je, la compréhension m'envahissant. Ces balises sont des avertissements sur les zones dangereuses, mais les randonneurs ne les reconnaissent pas. Ils pensent que ce sont juste des formations rocheuses naturelles. Le Bigfoot émit un son affirmatif, puis fit à nouveau un geste emphatique vers les balises. Il nous désigna puis les balises, faisant un mouvement comme pour enseigner ou expliquer. Il voulait que nous comprenions ces avertissements, pour aider les autres humains à les reconnaître. La récente série de disparitions, dit lentement Brennan, elles ont toutes eu lieu dans la même zone générale. Une zone qui est devenue plus populaire auprès des randonneurs depuis 1 an, depuis la publication d'un nouveau guide de randonnée. La créature hocha la tête. Elle avait appris ce geste en observant les humains. Elle pointa vers le bas de la montagne, là où devaient se trouver les sentiers populaires, puis fit un geste de nombreuses personnes marchant, puis désigna à nouveau les marques de terrain dangereux. De plus en plus de gens venaient, ignorant les avertissements qu'elle avait passé des générations à placer. Nous pouvons aider avec ça, dis-je. Nous pouvons travailler avec le service des forêts pour marquer ces zones comme dangereuses, mettre en place des avertissements officiels que les gens reconnaîtront et respecteront. Le Bigfoot
m'étudia un long moment, puis émit un son qui semblait être une acceptation. Il nous avait montré son secret, nous avait confié l'emplacement de son lieu de sépulture sacré. Maintenant, il nous demandait d'aider à protéger les vivants pour empêcher que d'autres personnes ne deviennent des résidents de cette chambre souterraine. Nous avons ramené le corps d'Anderson à travers la caverne principale et le Bigfoot nous a suivis à une distance respectueuse. En traversant ce vaste espace rempli des restes soigneusement conservés de décennies, je fis une pause pour prendre des notes mentales de tout ce que je voyais. Je ne pouvais pas le photographier, cela aurait été une violation, mais je pouvais me souvenir. Je pouvais documenter ce que j'avais appris sans exposer l'emplacement. Avant que nous ne partions, la créature fit quelque chose d'inattendu. Elle se dirigea vers l'une des plateformes, contenant des restes plus anciens, et ramassa une petite sacoche en cuir qui reposait à côté de la main squelettique. Elle me l'apporta, la pressant dans ma paume. À l'intérieur se trouvaient des papiers d'identité, usés et anciens, mais encore lisibles. Un permis de conduire de 1978. Le nom était Gregory Walsh, 34 ans. Je reconnus le nom. C'était une affaire de disparition datant de près de 20 ans, jamais résolue. Le Bigfoot désigna la sacoche, puis moi, puis fit un geste vers le monde extérieur. Il voulait que je l'emporte, pour que la famille puisse faire son deuil. « Merci », dis-je, la voix étranglée par l'émotion. Sa famille. Ils sauront enfin ce qui lui est arrivé. Ils seront en paix. Au cours de l'heure qui suivit, le Bigfoot nous apporta les papiers d'identité de plusieurs autres défunts. Toujours les plus anciens. Toujours des personnes dont les familles cherchaient depuis des décennies. 9 personnes au total. 9 affaires classées qui pourraient enfin être résolues. 9 familles qui pourraient enfin faire leur deuil correctement. Lorsque nous sommes sortis de la grotte, portant le corps d'Anderson et les précieux documents d'identité, Whitfield et Santos attendaient anxieusement à l'entrée. Le soulagement sur leur visage, en nous voyant, était palpable. « On allait repartir chercher de l'aide, » dit Whitfield. « Vous êtes là-dedans depuis plus de 2 heures. On pensait... » Il s'arrêta, regardant fixement par-dessus notre épaule, la silhouette massive qui nous avait suivis hors de la grotte. Le Bigfoot se tenait à l'entrée de la grotte, sa silhouette se découpant sur la neige blanche, nous observant, s'assurant que nous partions, s'assurant que nous comprenions la confiance qui nous avait été accordée. Je me suis retourné une dernière fois et j'ai levé la main en signe de respect et de remerciement. La créature leva sa propre main en réponse, puis se fondit dans les ombres de la grotte, disparaissant de notre vue. La marche de retour vers les véhicules se fit en silence. Nous étions tous en train de digérer ce dont nous avions été témoins, de comprendre le poids du secret que nous portions désormais. Lorsque nous avons finalement atteint le parking où Earl attendait avec les chiens, le vieux maître chien jeta un coup d'œil à nos visages et ne posa aucune question. Le trajet de retour vers Colville fut tout aussi silencieux. Brennan annonça par radio que nous avions trouvé le corps d'Anderson, qu'il semblait s'agir d'une mort par hypothermie et que nous le ramenions. Elle ne dit rien sur la grotte, rien sur ce que nous avions trouvé d'autre. De retour au bureau du shérif, nous nous sommes réunis dans la salle de conférence, les 6 d'entre nous qui avions été dans cette caverne, Brennan, Harris, Yamamoto, Whitfield, Santos et moi-même. Nous sommes regardés en silence, posant la même question. Qu'est-ce qu'on raconte? Nous avons trouvé Anderson décédé d'hypothermie, dit finalement Brennan. C'est la vérité. Nous avons également trouvé des preuves qui nous ont permis de résoudre 9 autres affaires de disparition des 20 dernières années. Nous pouvons dire que nous avons découvert leurs restes dans une zone reculée de la forêt, ce qui est également vrai. Mais l'emplacement exact est un site funéraire sacré qui doit être protégé. Ai-je terminé? Nous pouvons identifier les restes que j'ai examinés, apporter des réponses aux familles sans révéler l'emplacement de la grotte. Et la créature? Demanda doucement Yamamoto. Quelle créature? Ai-je répondu. J'ai vu des traces dans la neige, de grandes traces, probablement d'un ours.
C'est ce que je mettrai dans mon rapport officiel. Harris prit la parole, sa voix réfléchie. Mon grand-père disait que certains secrets sont gardés non pas parce qu'ils sont honteux, mais parce qu'ils sont sacrés. J'ai l'impression que c'en est un. Nous étions tous d'accord. L'histoire officielle serait que nous avions trouvé Anderson et des preuves menant à d'autres restes. La vérité sur la caverne funéraire et son gardien resterait entre nous. La semaine suivante, j'ai travaillé à l'identification des restes. À partir des documents que le Bigfoot avait fournis, chacun correspondait à une affaire classée. Des familles qui attendaient depuis des années, parfois des décennies, des réponses. Je les ai contactés personnellement. Leur ai dit que nous avions retrouvé leurs proches, qu'ils étaient morts de causes naturelles dans la nature, et que leurs dépouilles pouvaient enfin rentrer à la maison. La gratitude et le soulagement dans leur voix étaient bouleversants. Une femme dont le frère avait disparu en 1983 a pleuré au téléphone. « Mais on s'est toujours demandé, dit-elle. On n'a jamais perdu espoir, mais on se demandait. Merci de l'avoir ramené à la maison. » J'ai travaillé avec le Service national des forêts pour placer des avertissements de danger officiels dans les zones marquées par les cairns du Bigfoot. Nous avons documenté les terrains instables, les zones sujettes à des changements météorologiques soudains, les endroits où les gens pouvaient facilement se désorienter. Les avertissements ont été placés bien en vue et de nouvelles cartes de sentiers ont été imprimées avec ces dangers clairement indiqués. Les disparitions dans cette zone de la forêt nationale de Colville ont cessé. Que ce soit grâce aux avertissements ou parce que le Bigfoot a senti que son message avait enfin été entendu, je ne le saurai jamais. Je suis retourné à mon poste à l'université de Seattle, mais j'ai été changé par ce que j'avais vécu. J'avais vu quelque chose qui remettait en question tout ce que je pensais savoir sur le monde, sur la mort et sur les créatures avec lesquelles nous partageons cette planète. Parfois, tard dans la nuit, je pense à cette caverne au plus profond des montagnes. Je pense au Bigfoot montant la garde sur ces restes soigneusement conservés, accomplissant des rituels funéraires transmis de génération en génération. Je pense à l'intelligence et à la compassion qu'il a fallu pour prendre soin des défunts d'une autre espèce, pour les honorer dans la mort même, si les leurs ne le sauraient, peut-être jamais. Et je pense à la confiance qu'il nous a montrée en sortant de l'ombre, en révélant son lieu sacré, en nous demandant de l'aide pour protéger à la fois les morts et les vivants. J'ai gardé cette confiance pendant 27 ans. Je n'ai révélé à personne l'emplacement exact de cette grotte. J'ai publié des articles sur les pratiques funéraires dans le nord-ouest du Pacifique, sur l'importance culturelle de prendre soin des défunts, mais je n'ai jamais mentionné ce que j'ai réellement trouvé cet hiver-là, en 1997. Mais maintenant, alors que j'approche de la retraite, je sens qu'il est important que l'histoire soit racontée. Pas l'emplacement, jamais l'emplacement, mais la vérité sur ce que Bigfoot fait des corps humains. Non pas parce que la créature est une menace ou un monstre, mais parce qu'elle est tout le contraire. Ces êtres, ces Sasquatch que nous avons relégués au rang de légendes et de folklore, agissent comme des gardiens silencieux de nos défunts depuis plus longtemps que nous ne pouvons l'imaginer. Quand des gens meurent seuls dans la nature, quand ils succombent à des accidents, à l'hypothermie ou à des causes naturelles loin de tout secours, Bigfoot les trouve. Et au lieu de les abandonner aux éléments, au lieu de permettre que leurs restes soient dispersés et perdus, ces créatures accomplissent leur propre rituel funéraire. Elles préservent les défunts avec dignité. Elles disposent les corps avec soin, incluent les effets personnels, laissent des offrandes. Elles entretiennent un cimetière qui ferait honte à bien des cimetières humains en termes de soins et de respect. Elles font cela depuis des siècles, ne demandant rien en retour, n'attendant aucune reconnaissance. Elles ont été les gardiens des eaux, exactement comme le disait la vieille légende amérindienne. Et elles ont essayé d'empêcher d'autres morts en marquant les zones dangereuses, bien que leurs avertissements soient restés méconnus jusqu'à ce que nous apprenions à les voir.
Le jour où j'ai touché la main de ce Bigfoot dans cette caverne souterraine, j'ai compris quelque chose de profond. L'intelligence et la compassion ne sont pas propres aux humains. La capacité au rituel, à honorer les morts, à se soucier des défunts d'une autre espèce, ces choses existent chez des créatures que nous avons rejetées comme des mythes. Alors oui, j'ai découvert ce que Bigfoot fait des corps humains. Et la vérité est à la fois terrifiante dans ses implications sur ce que nous ignorons du monde et magnifique dans ce qu'elle révèle sur la capacité de respect et de dignité qui existe au-delà de notre espèce. Les Bigfoot de la chaîne des Cascades sont toujours là-bas, entretenant toujours leur cimetière sacré, veillant toujours sur ceux qui meurent dans les forêts. Et maintenant, grâce à notre intervention, moins de gens y meurent. Les avertissements sont reconnus. Les zones dangereuses sont balisées et quelque part dans ces montagnes, un vieux Bigfoot à la fourrure grisonnante et au léger boitement continue son devoir ancestral, sachant qu'au moins quelques humains comprennent et respectent ce qu'il fait depuis toujours. C'est la vérité que j'ai portée pendant 27 ans. C'est le secret qu'on m'a dit de ne jamais partager, mais je crois que le monde est prêt à savoir, non pas où, mais quoi. À comprendre que parfois, les créatures que nous craignons nous protègent en réalité de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et que parfois, la chose la plus humaine que nous puissions faire est d'honorer les traditions sacrées de ceux qui ne sont pas humains du tout.